Merci à tous ceux qui sont connectés ce matin, et puis merci à nos participants, Marc Malmaison et Jean-Marc Joyeux de la société Herman Sync. Donc, on va donc débuter ce deuxième webinaire du cycle qu'on a lancé, dédié aux solutions que l'on peut apporter aux entreprises qui rencontrent des difficultés suite à la crise russo-ukrainienne. Donc, je pense qu'on va peut-être aussi élargir le sujet Oui. sur les propos qui seront tenus durant ce webinaire. Ça ne fonctionne pas. C'est parce qu'on l'a éteint, on l'a remis. Merci. Voilà, c'est bon. Donc, juste un rappel préliminaire, c'est qu'on a le dernier webinaire du cycle qui arrive le 23 juin sur la partie des leviers financiers. Donc, vous pouvez encore vous inscrire. On va donc vous envoyer la présentation à l'issue de ce webinaire. Et donc, vous avez les liens pour vous inscrire sur le cycle suivant. Donc, il y a également un autre endroit où il faut s'inscrire, c'est pour la journée des Export Day qui a lieu le 30 juin à la région, donc à Rouen. Donc, je vous invite à vous inscrire. C'est fait, on est des bons élèves. C'est bien. Non, mais en fait, voilà, j'insiste parce qu'on a un nombre de places limitées. Il y a déjà des ateliers qui sont complets. Donc, si vous voulez avoir du choix, il faut le faire en amont. Voilà, on a des différents temps dans la journée. Par exemple, les speed meetings, il y a déjà des créneaux de speed meeting qui sont complets. Donc, vraiment, on tient à vous prévenir que on a envie d'accueillir tout le monde, mais voilà, on est dans une jauge qui va être limitée. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire tout de suite. N'attendez pas le dernier moment. Sinon, vous serez peut-être un peu frustré de ne pas pouvoir faire votre choix comme vous auriez pu le faire maintenant. Voilà, donc là, il y a une petite slide qui est récapitulative des contacts, donc des intervenants, des personnes qui vont accompagner aussi. Donc, Jean-Paul qui n'est pas avec nous dans le studio, mais il est avec nous dans l'esprit. C'est ça, et sur le chat. Et sur le chat. Donc Adèle, qui est ma collaboratrice, qui a organisé ce webinaire. J'ai ma collègue Claire qui est derrière. Donc, comment vous me disiez tout à l'heure, le support technique, opérateur technique, opérateur système, voilà, qui va pouvoir aussi travailler avec nous sur ce webinaire, et puis moi-même. Et donc, les derniers petits rappels avant je vous laisse la parole, c'est toujours, on enregistre le webinaire et donc après, il est diffusé sur la plateforme des solutions de l'accélérateur export. Et puis, voilà, si vous avez des questions, posez-les au fur et à mesure dans le chat, comme ça on pourra les lire et voilà, on pourra y répondre éventuellement. Alors, c'est une figure imposée, c'est 30 minutes. On va essayer de tenir. Voilà. Donc, je vous en prie, allez-y, commencez. On peut passer à la suite. Bonjour, moi c'est Marc Malmaison, je suis le CEO de Herman Sync. Herman Sync, c'est une entreprise spécialisée notamment dans les CRM. C'est à la fois la relation fournisseur et la gestion de la supply chain. Donc, comment je gère correctement notre approvisionnement et tout ça, c'est géré par le mot magique de l'intelligence artificielle. Ça sera l'occasion de discuter si vous voulez. Et donc, bonjour à tous, Jean-Marc Joyeux, responsable marketing de Herman Sync, et en parallèle, je suis docteur en marketing B2B digital et je donne des cours à l'IAEP. Comme le disait Julia, il y a aussi Jean-Paul Leloup qui nous a accompagnés sur ce webinaire pour la société Croissance Efficience Consulting, et donc qui propose des diagnostics aux entreprises pour justement les aider à performer et à exporter. Rapidement, un petit sommaire. Donc, on va commencer. On a 3 grosses thématiques. On va voir qu'on est dans une trajectoire de crise itérative. On va rentrer un petit peu dans le détail, mais finalement, on va voir que les entreprises, de plus en plus, vont devoir s'adapter à des situations qui vont être changeantes de manière assez rapide et assez brutale. Et donc, on va essayer de donner quelques leviers, notamment avec le second point, donc en imaginant des modèles à géométrie variable d'entreprise. Voir que ce qui va prôner aujourd'hui, ça va être la flexibilité. Et enfin, on va préconiser quelques solutions innovantes, à la fois de manière stratégique et opérationnelle, pour permettre de pouvoir s'adapter à ces situations
qui sont des situations de crise itérative. Alors, une trajectoire de crise itérative, on a voulu reprendre des éléments de contexte, tout d'abord au niveau national et puis à l'international, puisqu'on est quand même sur un webinaire qui va parler d'export un petit peu, on va essayer en tout cas. Donc, en France, on se souvient tous du mouvement des Gilets jaunes en 2018, augmentation des taxes sur notamment l'essence, blocage des ronds-points. On a vu que ça pouvait poser de gros problèmes en termes d'approvisionnement, des ronds-points qui sont bloqués, des autoroutes qui sont bloquées, donc du coup, pénurie dans les magasins, on ne peut plus livrer les grandes surfaces alimentaires, etc. Donc ça a posé de vraies problématiques. Et là, on a commencé à se rendre compte, on l'avait déjà vu auparavant, mais là, ça a été de manière un peu plus flagrante que notre système économique et notre modèle de consommation reposait en grande partie sur tout ce qui va être supply chain. Et il n'y a pas besoin de grands mouvements internationaux pour que finalement des pénuries puissent apparaître au niveau national. On l'avait vu avec les crises sur les centrales, les raffineries, etc. Voilà. On a également eu la grève des cheminots en 2019 aussi. Là, pareil, sur les flux de personnes, domicile, travail, les gens qui, par exemple, habitent en province, prenaient le train pour aller sur la capitale travailler, on a vu que ça avait commencé à poser des problématiques. Ça avait aussi amené un premier élan de télétravail qui a été nettement accentué avec l'effet Covid. Pas le choix, hein. Voilà. On s'adapte. C'est ça. Donc, on voit qu'on est flexible, qu'on peut s'adapter. Et donc, ça, c'était un prémisse. On pourrait parler aussi d'autres situations. On ne les a pas citées, mais par exemple, Uber qui arrive en France. On se souvient tous des crises avec les taxis, blocage des autoroutes, etc. D'ailleurs, le patron d'Uber a été assez surpris de voir qu'il y avait qu'en France qu'on était capable de bloquer les autoroutes, de brûler des voitures. Mais voilà, on a ce côté un peu révolutionnaire qu'on aime et qu'il faut garder, non? Je sais pas. Bon, en tout cas, voilà. C'est mieux que la Oui, on a coupé de tête là, mais non, trêve de plaisanterie. Donc voilà, pour les mouvements sociaux, on a déjà eu des crises qui nous ont montré qu'on pouvait être flexible, qu'on pouvait s'adapter, qu'on pouvait trouver des solutions. Et ensuite, on est également contraint au niveau mondial avec un contexte incertain. Notamment, on ne va pas repartir de très loin, on aurait pu parler des crises pétrolières des années 70-80 qui ont complètement changé le paradigme et finalement, d'une énergie à bas coût, on est passé à une énergie qui avait un coût, qui avait des limites, et donc du coup, on a réinventé certains modèles. Ça s'est accentué ces dernières années. Donc, on va commencer par la crise des subprimes de 2007-2008. On a vu la faillite de grandes banques. Et on s'est tous posé des questions sur la solidité de nos économies nationales et internationales. On fait partie de la zone euro, donc on a été relativement protégé, on va dire. Mais en tout cas, voilà, les États ont joué le jeu pour sauver la situation, si on peut le dire. Ensuite, il y a eu la crise russo-ukrainienne qui fait partie aussi de ces webinaires. On trouvait intéressant de rappeler quand même que cette crise ne date pas de février 2021, mais est bien plus vieille avec l'annexion de la Crimée en 2014 par les forces russes, pro-russes. Donc voilà, c'est pour les Ukrainiens, en tout cas, eux, ils sont en guerre depuis 2014. Il me semblait important de le rappeler. On le verra, on peut revenir dessus, mais par exemple, on parle beaucoup du blé en ce moment. On dit que l'Ukraine est le grenier à blé de l'Europe. Et ben, par exemple, il y a des situations qui sont mises en place pour essayer d'exporter le blé d'Ukraine, sauf que il y a des problèmes opérationnels et techniques qui se posent. C'est que, par exemple, la taille des rails ne sont pas la même entre l'Ukraine et l'Europe. Donc, du coup, faire venir le grain en train, c'est possible, sauf qu'à la frontière, il s'arrête, il faut changer les wagons. Donc là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'à l'ouest de l'Ukraine, on est en train de remettre des rails au format européen pour pouvoir faire transiter les trains pour accélérer cette marchandise. Par bateau, ça devient compliqué puisque les plages ont été minées, les ports ont été entourés, donc c'est pareil, les bateaux ne peuvent plus sortir. Et par camion, ça prend trop de temps. Donc voilà, finalement, ça entraîne des problèmes logistiques qui sont importants, à l'export notamment. Donc, encore une fois, on apprend qu'on peut être flexible et qu'on peut trouver des solutions. Donc voilà, on modifie les rails, on modifie les wagons. Donc, on a cette possibilité de s'adapter assez rapidement, puisque finalement, la crise est quand même assez récente dans le reste du pays. Donc, on est en capacité de s'adapter. On l'a notamment vu avec la crise du Covid-19. On peut prendre le cas d'Herman Sink. Tout de même, on a fait la société et
Donc, en fait, les premiers recrutements sont arrivés en mars. L'annonce était, il faut rester chez vous. Alors, bon, dans l'informatique, c'est quand même facile de s'organiser parce que c'est une culture déjà, le télétravail, c'est dans la culture, etc. Mais ne pas se voir pendant plusieurs semaines, ça pose des vrais problèmes psychologiques. Et ça, je pense que c'est le premier problème qu'il faut essayer d'endiguer dans le cadre, en tout cas, du télétravail. Effectivement, on s'adapte. Même les informaticiens, ils sont obligés de trouver d'autres méthodes de communication pour ce genre de choses. Et donc, on a vu avec le Covid d'autres problèmes apparaître, effectivement, notamment avec la stratégie de zéro Covid en Chine. On l'a vu, le port de Shanghai était complètement bloqué. Ce qui était intéressant d'aller voir, c'est sur les cartes maritimes, on voyait ce trafic de bateaux complètement bloqué à la sortie du port de Shanghai. Donc là, la Chine a lâché un peu de l'Est et donc le port de Shanghai vient de réouvrir. On a vu le blocage du canal de Suez par un bateau. Voilà, dès qu'il y a des blocages, ne serait-ce que maritimes, là on est plus sur le ferroviaire, et bien, ça pose de gros problèmes d'approvisionnement. On le voit également sur, faire simple, sur les terres rares et sur les cartes informatiques. Taïwan qui est plus approvisionné, ben, c'est plus de cartes pour, par exemple, les voitures. Ce qui est un paradoxe, puisqu'en 2008, on avait un surstock de voitures qu'on n'arrivait pas à vendre puisque les gens étaient frileux. Et aujourd'hui, les constructeurs automobiles ont un délai de fabrication d'1 an puisqu'ils n'ont plus les matières premières pour produire les voitures. Donc, ça pose tout un tas de problèmes, en sachant que ça ne se résout pas comme ça, puisque une usine, pour faire des cartes informatiques, ben, c'est 4 ans pour la construire. Pour programmer une chaîne de fabrication, c'est 2 ans. Donc, on voit que c'est des problématiques qui n'ont pas de solution immédiate et instantanée. Après, les Allemands, dans l'autonomie, ils ont quand même trouvé des solutions. En fait, c'était déjà leur façon de travailler. C'est qu'ils se sont dit, bon, on va produire moins, mais on va vendre plus cher et plus de qualité. Donc, en fait, ils ont pris ça comme une opportunité. Enfin, ils vont faire autant de chiffre d'affaires, autant de marge, mais ils ne s'adressent plus au même public. Ce ne sera même plus de la consommation de masse pour eux. Donc, c'est vraiment un changement de stratégie. Et je pense que ça fait partie des choses plus tard. Mais il faut savoir remettre en question son modèle et souvent le modèle, on va dire luxe, parce que ça fait partie des slides, mais il y a soit on fait vraiment du low-cost, soit du luxe, en fait, entre les deux, et c'est l'intermédiaire finalement qui va sauter. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut se positionner. Et puis il y a aussi des solutions qui sont recherchées pour mettre moins de temps pour construire une usine. Il y a le cas de l'Allemagne aussi avec l'usine Tesla. L'industrie 4.0, etc., effectivement, qui vont venir répondre à ces enjeux. Mais on reparlera effectivement de la reconfiguration des chaînes de distribution, parce que c'est un des enjeux. Et tout ça nous amène donc à l'inflation, qu'on connaît tous, de 5%, 7% dans la distribution. Nous, sur les secteurs, sur les secteurs où on est plus de l'ordre de 20% sur les matériaux de construction. Donc, ça a des impacts qui sont pas neutres. Et là, qui reviennent aussi à la reconfiguration des modèles de distribution, puisque souvent, les personnes qui ont des hauts revenus sont moins impactées par l'inflation. Donc, du coup, on va plutôt partir sur du luxe. Et effectivement, on peut parler de hard discounters qui vont plutôt s'adresser aux faibles revenus. Et donc, on voit que les intermédiaires, finalement, si on prend le sablier, le big middle va avoir tendance à s'effacer sur les années à venir. De toute façon, il y a même la disparition, même totalement de produits. On l'a vu chez les clients, comme dans les tuiles, en fait, les tuiles, ça coûte très cher en énergie. Et donc, du coup, ils arrêtent totalement certains modèles. Donc, ils ne peuvent plus les trouver. Donc, là, ils ont décidé que ça coûtait trop cher. Parce qu'en gros, ils ont fait un x2. Donc, en gros, ils ne peuvent pas multiplier par 2 leur prix de vente. Et comme ça représente 80% de la valeur du produit, on se retrouve à des tuiles qui valent 2 fois plus cher. Donc, ils arrêtent. Donc, et ça, pour plein de produits, on a des exemples de ce genre-là où on fait des choix. On fait vraiment des choix de secteur. On dit, on ne peut plus produire, donc on va produire quoi et quel niveau de qualité. Malheureusement, ou heureusement, parce que voilà, c'est aussi. On s'adapte. Voilà, tout à fait. C'est ça, flexibilité, adaptation. Et pour terminer sur le contexte mondial, le challenge climatique qui finalement reprend un petit peu tout ce qu'on vient de dire avant, mais qui va l'accentuer et qui offre des opportunités justement pour changer les modèles et réduire notre impact carbone. On essaye de faire nous au quotidien. Donc, après, il y a plusieurs stratégies sur l'impact. Il y a l'impact personnel, il y a l'impact, on va dire, entreprise, et puis après, il y a l'impact national. Chaque échelon doit pouvoir faire des efforts et l'effort, il doit être rentable, entre guillemets, pour l'entreprise. Parce qu'en réalité, on a l'impression que c'est un coût, mais en fait, c'est aussi une opportunité. Enfin, c'est un mot qui va revenir, c'est
raccourcir peut-être ces délais de livraison. Donc ça, c'est peut-être petit, mais si on fait ça tous les jours, surtout que les livraisons, ça change complètement la donne. On peut aussi dire on va arrêter de commander en Chine, c'est possible parce que c'est pas toujours possible. Le prix va être multiplié par deux, ça tombe bien, parce que les tensions sont multipliées par deux, de toute façon, c'est aussi l'occasion de changer. C'est aussi dire en fait, dans la qualité des matériaux, là on est vraiment dans la construction, on va plutôt choisir des choses qui sont biosourcées, du bois, des choses comme ça, plutôt que d'aller choisir du plastique, par exemple. Voilà. Et en fait, comme la donnée prix aujourd'hui est tellement fluctuante, nos repères sont en train d'être cassés, c'est aussi le moment de dire, en fait, c'est aussi l'occasion de mettre un nouveau produit qui est différent, mais qui va apporter beaucoup plus de valeur en termes écologiques ou en termes de cycle court, ou en termes de pain. En fait, tout ça, ça fait de l'optimisation différente. En fait. On n'est plus sur l'argent, mais sur la valeur. Et c'est plutôt très bien quand on parle de changement climatique parce que c'est ce qu'on cherche à faire, c'est mieux vivre. Alors, les conséquences, on en a parlé. Hein. Finalement, c'est des pénuries. On l'a vu dans la construction, dans l'automobile. Aujourd'hui, on a une inflation et une spéculation folle sur le bois. Marc en parlait sur les matériaux. Avant, la Chine achetait plutôt les bois deuxième, troisième qualité. Aujourd'hui, ils achètent tout à des prix qui sont exorbitants. On l'a eu avant avec les États-Unis et le plan de relance de Biden. Donc, ça pose de vraies problématiques. On a une hausse des prix, aussi due en partie à l'inflation. Et puis, un impact sur les chaînes d'approvisionnement, de fait, de tout ce qu'on a dit avant. Alors, les leviers historiques, puisqu'on a déjà connu ces courants de crise, quels étaient? Ils sont de différents ordres. Dans les années 80, on a eu le passage de la logistique à la supply chain. Finalement, c'est pas de passer juste de je livre un point A à un point B à quelque chose d'une chaîne de valeur qui soit plus globale et qui rentre dans la thématique de ce webinaire. Finalement, on est tous acteurs et on intervient tous à un moment donné dans cette chaîne de valeur. Il y a la reconfiguration des systèmes d'offres, donc c'est ce que disait Marc. Effectivement, on va éclater le big middle pour passer à une forme un peu plus de sablier avec le haut de gamme, le luxe, et puis le hard discount et les prix bas. Et puis la transformation numérique qui en de fond depuis longtemps, voilà, mais qui prend plus de sens maintenant, parce que de toute façon, c'est la meilleure façon. Quand on est informaticien, forcément on y croit, mais c'est la meilleure façon d'optimiser son système. De toute façon, on va passer de j'optimise 200, 300 produits ou sa gamme à l'ensemble qui permet, parce que l'informatique est capable de faire beaucoup plus, pas forcément beaucoup mieux, d'une manière beaucoup plus large et beaucoup plus vite. Donc, en gros, informatique pour la masse et l'humain pour les endroits stratégiques. Et si on fait un mix des deux, généralement, ça marche très bien. Et je pense que les deux autres sont très compliqués, alors qu'informatique, finalement, même si c'est chiant les projets informatiques, non, même informaticien, c'est quand même la façon la plus simple, finalement, de changer une organisation, parce que c'est quelque chose qui demande simplement du vouloir de l'entreprise, du vouloir du chef d'entreprise, ça c'est important. Vraiment, faut qu'il soit moteur. Qu'il soit moteur. Et parce que il y a toujours une résistance à vouloir changer sa façon de travailler, parce que le numérique, c'est ce que ça fait, ça nous oblige à travailler autrement. En fait, à la fin, on travaille beaucoup plus efficacement en faisant des tâches à valeur ajoutée, pas simplement en faisant des tâches quotidiennes qui servent finalement à rien, parce que si un robot peut le faire, en gros, notre valeur ajoutée, c'est pas de faire le robot, c'est d'utiliser notre tête. Et ça, c'est vraiment le grand changement qu'il faut faire. Et puis on le voit dans dans les usages au quotidien. Hein. Il y a quelque chose qui s'est passé, c'est la TAWES, c'est Anytime, Anywhere, Any Device. Maintenant, on peut consommer à partir d'un smartphone. Ça a été la grosse révolution qui a modifié les usages avec notamment la plateformisation. Aujourd'hui, on est passé de la propriété à l'usage. On le voit dans notre manière de consommer. Aujourd'hui, on n'achète plus une voiture, on la prend en leasing, on la loue, on passe sur une plateforme entre particuliers. Voilà, les modes de consommation, les modes de travail, tout a été changé par le numérique. Et donc, ce qui nous amène à imaginer des modèles à géométrie variable. Tout d'abord, la planification. Ça tombe bien parce que l'État a repris ce mot-là aussi pour l'écologie, l'environnement. Mais c'est important d'avoir une stratégie d'entreprise, vision. Donc là, on ne va pas parler de long terme, parce que comme on l'a dit, on est dans des crises systémiques. Donc, il faut pouvoir réagir, être flexible. Voilà ce qu'on disait. On a parlé de la production modulaire. On a fait le plug and play, l'unplug. On a vu que ça avait des limites pendant le Covid, puisque quand les chaînes d'approvisionnement sont coupées, on a beau pouvoir
voilà, être flexible dans son entreprise ou dans son usine, ben, finalement, il y a quand même des limites qui sont inhérentes à l'extérieur de l'entreprise. Mais en tout cas, ce qui a aussi permis de mettre en place des modes de projet de manière plus proche. On l'a vu avec les masques, on a commencé à en refabriquer massivement en France. Et l'idée, c'était de dire qu'il y a peut-être des modes agiles à avoir et à faire du test and learn. Donc, nous, on le fait beaucoup en informatique. On sait que c'est possible de le faire aussi en… C'est les Japonais quand même, c'est ça. Voilà, ouais. Les Japonais, ils ne sont pas connus pour finalement la flexibilité. Et au contraire, en réalité, c'est le cœur de leur façon de travailler. Et c'est une bonne façon de faire. Ouais. Et essayer pour voir ce que ça donne en fait, et jamais faire des grands sauts parce qu'en gros la révolution, ben, en gros ça marche pas. Dire je veux tout changer, c'est une erreur. Globalement, si on change tout, on se plante. De toute façon, 90% des projets informatiques qui tentent de tout changer se plantent totalement. Alors qu'en fait, si on fait un petit pas, en fait, on arrive à voir jusqu'où on va. Et le test and learn ou la méthode agile, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, c'est plutôt l'idée de se dire je vais prendre un risque, mais il va être assez petit pour pouvoir le maîtriser. Et du coup, je me lance dans un truc. L'effort que je vais faire est limité et on a une perception rapide du retour. C'est-à-dire que et si ça réussit, on met un petit pas de plus, et encore un petit pas de plus. Et ça, c'est moins risqué pour tout le monde. Donc, je pense qu'entre dans l'entreprise, l'organisation comme ça permet, c'est une idée, c'est que les startups fonctionnent comme ça aujourd'hui, ça permet de changer de marché, de se rendre compte de se tromper, pas tromper, d'aller très vite. Et plus l'entreprise va grossir, plus ça sera dur. Mais en réalité, c'est un fonctionnement naturel. C'est un fonctionnement naturel. Donc, pas avoir peur non plus d'une méthode agile parce que c'est pas vraiment une méthode, c'est plutôt un concept. C'est un mode de fonctionnement. Il faut juste pas avoir peur d'essayer quelque chose, pas y mettre tout son temps, toute son énergie en même temps. C'est j'essaye et je regarde ce que ça donne. Surtout, je regarde ce que ça donne. Comme ça, je peux me réadapter à mon profil, à ce que j'avais tenté. Si ça marche moyennement, c'est-à-dire que je n'ai pas trouvé la solution et je recommence. Mais mon effort n'a pas été trop important. Donc, de toute façon, je ne suis pas engagé suffisamment loin pour dire faut que je continue parce que quoi qu'il en coûte, de toute façon, maintenant, il faut que j'avance. C'est important d'avoir le stop dans le test en lien. C'est OK, j'en ai mis un peu, c'est perdu, ça ne marche pas, je m'arrête. En fait, souvent, le problème aussi des projets agiles, c'est ça oublie cette philosophie, c'est qu'il faut aussi abandonner le fait qu'on ait un échec, il faut s'arrêter. Et il faut vraiment repartir. Généralement, on n'a plus de termes, mais on a une tendance tous à vouloir continuer parce que c'est. Quand on a commencé y croit. on a commencé à faire quelque chose, on ne sait plus s'arrêter. C'est très psychologique chez l'humain. Alors qu'en fait, il faut se dire, non, en fait, c'était une mauvaise décision. Basta, je change et je fais autre chose. Ouais. Ça, c'est vraiment important. Après, les Américains ont cette philosophie justement de ne pas voir l'échec comme une finalité en soi, mais justement de rebondir. Et ce qui nous amène aussi au deuxième point dans la planification, c'est aussi l'aspect de synergie ou de décloisonnement entre les services et les entreprises, ce qu'avait commencé à amener la supply chain avec la chaîne de valeur. Et finalement, on le voit, nous, au quotidien, même avec les clients ou les projets qu'on peut mener, finalement, les services au sein d'une même entreprise ont tendance à ne peu communiquer entre eux, ne pas avoir le même langage. Et finalement, ça crée des freins au sein de l'entreprise. Et il faut casser ces silos, finalement, pour que tout le monde ait la vision stratégique de l'entreprise et puisse avancer dans le même sens, avec la même énergie et la même envie. Si on peut dire ça, c'est simplement de la simplicité. En fait, on a voulu être la supply chain avec l'informatique, on a complexifié beaucoup de choses parce que intellectuellement c'est satisfaisant déjà. Et puis on va avoir des gains de coûts alors de QM, des QM plus des QM. Et quand on rationalise ça, on va se dire en fait on va prendre des choix là, pour réagir, donc que ça soit simple. Sinon on ne comprend pas. Et si on va mettre 50 personnes à chaque fois pour décider quelque chose, on n'avancera pas. Il faut vraiment se dire qu'il faut simplifier ces décisions, simplifier là où on va chercher ses ressources, simplifier la façon dont on va bouger, en fait, tout simplement. Et ensuite, le deuxième axe, du coup, pour être un peu plus modulaire, ça va être la coordination. Donc, on l'a vu avec le juste à temps, pareil. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Quand il y a des pénuries de matières premières, quand il y a une crise, on se retrouve bloqué. Et finalement, les entreprises vont commencer à refaire du stock. Ouais. En gros, les valeurs de stock, elles ont augmenté de 10-15%. Alors, il y a l'effet prix, mais il y a aussi l'effet quantité parce que il y a des gens qui sont un peu les petits lecteurs, ils comprennent bien que ça va
va pas forcément revenir à la normale tout de suite. Donc, ils ont surstocké, ce qui permet aussi, en gros, ceux qui ont plus anticipé, ils ont une logique prix. Ils ont réussi à ne pas augmenter leur prix tout de suite. Et en fait, c'est bien né qui dégaine le qui gagne. C'est ça. Donc, maintenant, c'est un peu facile de dire ça. Mais en gros, il vaut mieux avoir plus de stock aujourd'hui que de se dire je suis en flux tendu. Parce que sinon, on perd des clients. Le client, aujourd'hui, il cherche le meilleur prix, mais il cherche aussi pouvoir travailler. Encore une fois, si on revient sur tout ce qui est métier de travaux publics, Du bâtiment, ouais. En fait, si on n'a pas la matière première pour travailler, on ne peut pas travailler tout simplement. C'est plus une question de prix. Le prix, forcément, ça jouera, d'abord avant le matériel pour travailler. Donc, du coup, ça nous permet de rebondir sur le dernier point, c'est qu'effectivement, il y a un arbitrage entre le coût et la qualité de service, et le stock fait partie de cette qualité de service. Et finalement, c'est important d'avoir du stock pour pouvoir effectivement livrer le client en temps et en heure. Et puis, on revient aussi dans la coordination à des pratiques plus collaboratives et à un partage de l'information plus étroit, à la fois au sein de l'entreprise, mais également en externe avec les partenaires ou l'écosystème. Et donc là, c'est ce qu'on disait typiquement tout à l'heure avec Marc, c'est que l'informatique a eu tendance pendant un certain temps à complexifier ces échanges-là. Et finalement, on revient à quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus flexible et pratique, où en fait, l'utilisateur a sa valeur ajoutée dans le fait de sa connaissance métier et n'est pas là à faire une tâche routinière ou à faible valeur ajoutée, mais vraiment à apporter une plus-value à l'ensemble de la chaîne de valeur. Des solutions innovantes, finalement, pour répondre à ces enjeux-là. Tout d'abord, la préconisation qu'on pourrait faire et que nous, on s'applique chez Harman, finalement, c'est d'établir un plan d'action. Donc, on le disait, dans la méthode agile, pas besoin de faire une usine à gaz, mais finalement de tester petite touche par petite touche, ce qui permet soit d'avancer à la fois très vite, parce que les itérations peuvent être très rapides, ou bien d'arrêter un process parce qu'on voit qu'il n'est pas rentable ou qu'il ne mène nulle part. Donc, on peut mettre en place des stratégies, notamment de SWOT, de PESTEL, de marketing mix avec les 4P ou de matrice d'Azov pour justement commencer à orienter la stratégie, voir un petit peu comment on peut la mettre en place. Ensuite, un diagnostic de la situation, tout simplement. Voilà. Se faire aider parfois par des acteurs externes parce qu'une vision externe des problèmes, ça permet de gagner du temps. Parce que quelqu'un qui a résolu, qui a aidé à résoudre le même problème dans une entreprise, ça peut toujours aider à dire en fait, c'est bête, mais c'était là et je ne l'ai pas vu. Peut-être pas voulu prendre la décision parce qu'il me semblait que c'était trop radical. Ça peut être une clé qui fait sauter un verrou et qui fait gagner du temps et de l'argent. Se poser et puis sur cet enjeu, voir un peu ce qu'on peut en faire. Mais je pense que ça vaut le coup de s'arrêter. Peut-être pas très longtemps, mais il faut s'arrêter pour voir ce qu'on va faire. Ouais. Et donc, prévoir les décisions à prendre. Est-ce qu'on réorganise la chaîne d'approvisionnement? Est-ce qu'on diversifie ses flux aussi? Important. On avait tendance à importer beaucoup de la Chine. On voit qu'avec le Covid, le zéro Covid, etc., tout était fermé. Finalement, on a changé nos manières d'approvisionnement. On a remis en place d'anciens systèmes, d'autres systèmes, de nouveaux systèmes. Et donc, finalement, la diversification peut être un enjeu important. Et puis, enfin, identifier les partenaires clés dans l'écosystème afin d'avoir des partenaires solides. Oh, pardon. Des partenaires solides afin de pouvoir mettre en place et poursuivre cette stratégie. Et donc, finalement, c'est d'être prêt à s'ajuster rapidement dans cette philosophie d'agilité. Je ne sais pas ce qu'il fallait dire, mais oui, je suis d'accord avec ce que tu disais. Mais oui, il faut vraiment être prêt à être multisourcé. Encore une fois, ça, c'est une banalité, mais une réalité en même temps. Si je ne l'étais pas avant, parce qu'il y avait des raisons de coût, j'avais un bon partenariat, il n'y a pas de problème. Sauf que, si ce partenariat il se trouve en Chine aujourd'hui, c'est un vrai souci. Là, encore une fois, il faut profiter de ça pour dire c'est très tendance de toute façon de dire c'est local. De toute façon, ça va résonner aussi chez les clients parce que c'est demandé par tout le monde aujourd'hui. On ne peut plus faire abstraction de si je fais local, ça veut dire que je pense à la planète, entre guillemets, que je fais des efforts sur la qualité, etc. Sans dire que les Chinois ne font pas des produits de qualité, bien au contraire. Mais il y a un côté très je suis dépendant d'une supply chain qui est très loin. Et donc, finalement, et sur des positions politiques, finalement, parce qu'on parle vraiment de politique qui est très différente de l'Occident. Et est-ce qu'on peut se permettre d'avoir 50, 60, 70% de son business avec des entreprises qui sont là-bas, alors qu'en fait, dès qu'ils ont dit stop, c'est fini pour nous, on n'a plus aucun levier, en fait. Alors que si on a simplement
deux partenaires, encore une fois, c'est banal, mais on a le choix. On peut se dire, en fait, s'il y a un souci, je bascule un peu plus de production en local et ça permet de continuer un vrai business. Et si on le rajoute à cette logique de stock, finalement, on va absorber plus le choc. Effectivement, par contre, c'est-à-dire que là, c'est un problème de trésorerie. Ça reviendra, je pense, au séminaire de la prochaine fois. Voilà. Et on le voit aussi, il faut anticiper ces partenariats, puisque une fois qu'on est rentré dans la crise, il est trop tard pour se diversifier, puisque les autres partenaires ont déjà des clients et livrent en priorité ces clients-là. Et on a vu que les stocks étaient limités, que l'inflation était là. Et donc, il faut anticiper ce multi-sourcing, cette diversification. Donc, on arrive au go-no-go, c'est ce qu'on disait. Est-ce qu'on y va ou on n'y va pas? Donc, pour ça, on a... bon, il est mort. Donc, pour mettre en place ces stratégies de différenciation, on a le go-no-go. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Donc, toujours dans la méthode agile et dans le test and learn. Et finalement, ce qui va nous permettre de dire on y va ou on n'y va pas, après ce premier diagnostic, ça va être de déterminer les compétences et les ressources indispensables. Les compétences, est-ce qu'on a les compétences en interne ou est-ce qu'on va aller les chercher en externe? Donc, par exemple, à travers la formation, le consulting, est-ce qu'on va aller chercher des experts en temps partagé? Est-ce qu'on va prendre en interne des slashers pour conserver nos étoiles montantes au sein de l'entreprise et aussi les enrichir intellectuellement? Ok, donc le slasher, ce sont des personnes qui ont deux emplois, un emploi, on va dire, alimentaire et puis un emploi plaisir. Et donc, du coup, intellectuellement, elles se nourrissent de ces deux emplois-là. Donc, c'est un phénomène qui est en train de monter, qui est intéressant à étudier. Et finalement, ça amène à enrichir son capital humain puisque la première des compétences et des ressources de l'entreprise, ça va être l'humain. Nous, on le voit, aujourd'hui, quand on recrute, on est plutôt sur des profils que sur des compétences. C'est important. On adapte l'entreprise en fait à la personne et pas l'inverse. C'est beaucoup plus simple parce que quand on a aussi une pénurie de ressources humaines, on va toujours chercher un mouton noir, le gars qui va rentrer dans la petite case que nous, on a créée dans notre entreprise. Et ce gars-là n'existe pas. Donc, et c'est normal, en fait, qu'il n'existe pas. Il faut faire inversement les choses, c'est dire j'ai une problématique, mais en fait, peut-être que j'ai des gens en interne qui sont capables de résoudre ce problème-là et on peut trouver quelqu'un qui sait faire le métier de quelqu'un qui est déjà chez nous. Et en fait, il faut adapter la personne aux choses. Donc, en gros, plutôt du soft skill, quelqu'un qui va s'intégrer dans l'entreprise, qui va apporter quelque chose qu'on n'avait pas forcément prévu et inversement, voir dans son entreprise les compétences qu'on ignore parce qu'il y a plein de choses, plein de gens qui savent faire autre chose. Ils ont eu d'autres métiers, d'autres vies, etc. Et ça permet de l'adapter. Et inversement aussi, on peut recruter des gens qui sont très jeunes en alternance parce qu'on peut les former à l'entreprise. Il y a plein aussi d'autres choses, d'autres leviers sur le côté humain. Et je pense après l'informatique, encore une fois, c'est le cœur. Sans humain, on fait que dalle. Donc, c'est très important pour moi de changer cette façon de voir et de ne pas chercher le mouton noir, mais plutôt de dire j'ai trouvé quelqu'un qui correspond à la philosophie de l'entreprise. Du coup, l'entreprise va pouvoir l'incorporer et on va changer l'organisation de l'entreprise. C'est-à-dire que cette personne va apporter pas forcément quelque chose sur le poste, mais globalement, l'entreprise va pouvoir fournir les choses. Et je pense que c'est une autre façon de voir les choses. Donc là, on est vraiment sur le capital humain. Et on a les solutions logicielles innovantes, notamment pour intervenir à toutes les étapes de la chaîne de valeur, notamment dans l'export. On en a sélectionné 2, mais il y en a d'autres. Et finalement, l'idée, c'est de faire coïncider la stratégie d'entreprise avec les besoins du métier. On a tout d'abord donc le CRM, le Supplier Relationship Management, qui est à la fois une stratégie, mais également un outil qui va permettre, comme le disait Marc, c'est un des produits que nous, on est en train de développer, mais qui va permettre à la fois en amont d'intervenir auprès des fournisseurs pour les sourcer, les scorer, s'assurer de leur fiabilité, faire signer les contrats de BFA, de RFA, etc. Et puis à la fois en aval, s'assurer que l'approvisionnement se passe dans les meilleurs délais possibles, avec les meilleures conditions possibles, où on va pouvoir sélectionner finalement le ratio temps, coût et environnement, puisqu'on peut, comme on le disait, revenir sur quelque chose d'un peu plus local, même au niveau européen, sélectionner des prestataires qui sont plus proches de chez nous, peut-être avec un coût économique un peu plus élevé, mais en tout cas un impact environnemental qui sera plus faible que de faire venir des produits de l'autre bout du monde. Donc, toutes ces thématiques-là vont rentrer dans cette stratégie de SRM et l'outil va répondre donc à la fois à la stratégie de l'entreprise et
aux besoins du métier de suivre au quotidien les approvisionnements, les commandes, ressourcer les fournisseurs, les scorer avec les délais de livraison, les retards, les anomalies. Et puis, on a les outils de veille tarifaire et les moteurs de tarifs qui vont permettre au niveau international ou régional de pouvoir surveiller les tarifs des concurrents, des fournisseurs directement via les tarifs qui sont publiés sur Internet et qui vont permettre de positionner en fonction de tout un tas de critères et de stratégies de l'entreprise. On en revient à la situation, si moi j'ai du stock, eh ben, peut-être que je serai plus cher que mon concurrent parce que je sais que j'ai du stock et donc du coup, je peux être plus performant et avoir un service de meilleure qualité que ce concurrent-là. Donc, il y a ces outils-là qui permettent de scroller les tarifs sur Internet et de surveiller les stocks de manière directe sur l'ensemble des plateformes de distribution. Après, sur la politique de tarif aujourd'hui, ce qui est très important, finalement, c'est à partir de quand mon client n'achètera plus. On a tous un seuil où finalement, psychologiquement, on ne pourra pas dépasser un certain tarif. Et l'idée, c'est qu'on peut manuellement faire le jeu, mais plus on a de produits, plus c'est compliqué. Donc là je pars pour ma paroisse parce que je pense vraiment que l'informatique peut encore une fois aider à traiter en masse le maximum de produits. Et après, on réduit le problème finalement à peut-être 10, 15, 100, tout dépend du nombre de produits que vous avez, stratégiques, sur lequel là, on va poser justement des humains. Et après, le reste, finalement, l'informatique va être capable de calculer ses tarifs, d'automatiser, de faire des propositions et de dire, de toute façon, j'y vais parce que je n'ai pas le choix. Parce que ce qui compte, c'est essayer de calculer sa marge, savoir est-ce que je gagne de l'argent ou pas. Et parce qu'en fait, aujourd'hui, avec l'augmentation des tarifs, on sait qu'on vend plus cher, mais on ne sait pas si on gagne de l'argent. En fait, c'est un vrai souci parce que dans certains métiers sur lesquels on suit, tous les 15 jours, ils ont augmenté le tarif de certains fournisseurs. Donc, du coup, ce fameux réservoir de marge qu'on fait entre mon prix d'achat, mon prix de revient et mon prix de vente, on ne maîtrise plus finalement ce gain sur l'achat et on ne maîtrise plus cette marge parce qu'on ne comprend plus finalement la construction de ce prix. Ça prend du temps intellectuellement d'intégrer toute cette démarche. Et après, plus on a de produits, plus c'est compliqué. Et plus on a de hausse de prix, plus c'est compliqué. Donc, en gros, maîtriser son marché par rapport à la marge et par rapport à ses concurrents, parce que tout le monde, finalement, se retrouve dans une situation de il faut que je monte le prix ou pas. Et en fait, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est le premier qui dégaine qui gagne ou qui perd. Ça tout dépend de si j'ai du stock, pas de stock. Est-ce que finalement, j'ai décidé de perdre de l'argent pour conserver mon client tout de suite, dégrader sa marge, ou inversement, je suis plutôt un warrior, je me dis, moi, je vais augmenter le prix parce que je ne veux pas perdre de marge. Mais en fait, si je ne perds pas de marge, c'est théorique parce que c'est à vente constante. Donc, nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que globalement, les entreprises, elles font plutôt entre 15 et 20% de chiffre d'affaires supplémentaires, mais avec une quantité 15 à 20, voire 30% inférieure. Donc, ça veut dire que le gain de marge, il n'est pas certain. Et là, sans outil qui est capable d'aider à piloter finement tous les jours, ça me paraît très compliqué de pouvoir savoir finalement, est-ce que je gagne de l'argent ou pas? Est-ce que ma stratégie de prix, elle est bonne ou pas? Est-ce que ma stratégie d'approvisionnement, elle est bonne ou pas? En gros, ça, il faut pouvoir le piloter et prendre des décisions. Et on revient sur le tout début, le test and learn. En fait, mon prix, il faut que je puisse le modifier rapidement parce que si je me rends compte que je ne le vends plus, en fait, parce que j'ai dépassé ce fameux seuil critique, il faut que je puisse le rebaisser et revoir combien de ventes je peux faire, combien de ventes j'ai perdu. Parce qu'encore une fois, si j'ai l'impression que je vends toujours le même chiffre d'affaires et qu'en termes de quantité, de fréquence de vente, ça a diminué, alors aujourd'hui, peut-être que ça a un impact minime, mais en réalité, ça veut dire que vous êtes en train de perdre des clients. Et cette perte de clients, est-ce qu'ils reviendront ou est-ce qu'ils sont allés ailleurs parce qu'il y a quelqu'un qui a une meilleure stratégie? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut suivre tout de suite parce que cette érosion client, elle se fait très vite et très fortement dans beaucoup de métiers. Et si on se laisse 2 semaines comme ça, peut-être que 2 semaines, vous avez définitivement perdu votre client qui va être approvisionné chez quelqu'un où il a compris que il avait fait, enfin, il ne sait pas, hein, le client, mais il a fait du stock, sauf qu'il vend beaucoup moins cher parce qu'il a fait suffisamment une stratégie, se dire je prends un gros risque et maintenant ça paye. Et ça se voit, hein, rien qu'à Caen, il y a plusieurs entreprises qui ont fait cette stratégie et ça paye vraiment versus des nationaux, par exemple. Je pense qu'aujourd'hui, il est grand temps que l'informatique aide à se poser les bonnes questions de pilotage de prix. Voilà, quand on a 6 mois, 1 an devant nous pour piloter ça, ça va, on a le temps, on peut mettre des humains derrière, mais quand on a 15 jours et qu'on a 15 000 produits, je pense que c'est plus possible. Et donc, en conclusion, avec tout ça, on pensait faire la conclusion sur les questions-réponses et sur les échanges qu'on aurait pu avoir autour de tout ce qu'on vous a raconté.
vais quand même retenter le test micro. Et là, j'ai l'impression qu'il fonctionne. En fait, moi, je pense que la conclusion, en fait, c'est un peu tes derniers propos, mais il y a aussi, je pense qu'on parle beaucoup d'informatique et des solutions que ça peut apporter, mais il y a aussi la solution humaine et vous l'avez abordé et je sais que c'est quelque chose qui est important aussi pour votre société et c'est ce que vous disiez aussi par rapport au recrutement, mais le rôle du dirigeant est important et c'est vrai que dans des situations comme ça, le dirigeant il est déjà dans une situation calme, on va dire déjà très pris, puisqu'on a beaucoup voilà, sur les PME, le dirigeant il est effectivement présent un peu partout. Voilà. Et donc, la solution informatique peut justement peut-être alléger un petit peu cette charge. Et puis, moi, ce que je trouve intéressant, c'est aussi de se dire il faut prendre ce temps, se poser et de se faire accompagner par l'extérieur et de regarder un petit peu, prendre un peu de hauteur, de faire ce diagnostic qui est important pour pouvoir avancer et sur voilà, des choses qui sont plus factuelles et voilà. Il faut se poser, il faut faire des choses simples. C'est la première règle avant de dire je fais un projet informatique. Parce que ça, ce n'est pas une chose simple. Pour le coup, c'est jamais simple. Mais se dire, en fait, est-ce que j'embauche ou j'embauche pas? Est-ce que j'ai des problématiques qui sont récurrentes? Est-ce qu'elles reviennent tout le temps? Est-ce que c'est quelque chose qui est logique que ça soit fait par un humain ou pas? Ça permet de résoudre déjà beaucoup de questions. Après, des fois, embaucher une personne, ça ira plus vite que de faire un projet informatique. Ça, c'est sûr. De toute façon, les projets informatiques, c'est toujours 3 à 6 mois minimum, et voire plus si on va rentrer dans une complexité. Donc, de toute façon, quand il faut réagir, il faut se dire la problématique prix, moi, je pense qu'elle va rester un certain temps. Donc, avoir des projets informatiques à moyen terme, je pense que c'est une bonne solution. Par contre, collaborer, mieux transmettre des informations, il n'y a pas besoin d'outils. Enfin, c'est toujours mieux parce que nous, on en fabrique. Mais avant d'avoir l'outil, on peut simplement se parler, envoyer un mail et vraiment passer en mode, oui, je vais être cash, mais c'est la merde, il faut qu'on se bouge, tout simplement. Et je pense que beaucoup de gens le font déjà aujourd'hui. Il n'y a pas de recette miracle. C'est faut trouver des solutions. Par contre, moi, je reviens sur le fait qu'il faut se poser pour avoir une stratégie. Dire, voilà, notre stratégie, c'est ça. On adapte notre business plan, notre trésorerie avec ce qu'on va faire. Et on fait des choix parce qu'on ne pourra pas tout faire. Tout simplement, si on prend la logique de stock, c'est-à-dire qu'il faut de la trésorerie. Donc, s'il faut de la trésorerie, est-ce que je peux mettre quelqu'un sur le prix? Peut-être pas, je ne pourrais pas faire ça. Par contre, j'aurais peut-être plus de stock et c'est-à-dire que j'aurai une stratégie prix moindre pour regagner du client. Donc, ça peut être une vraie stratégie. Ou inversement, je peux dire aujourd'hui, je subis le prix parce qu'en fait, je n'ai pas assez de stock, parce que je n'ai pas la place chez moi, je ne peux pas construire un bâtiment. Dans ce cas-là, avoir plutôt une stratégie plutôt informatique, de dire, en fait, je vais avoir des choses qui vont calculer aux petits oignons les tarifs, parce que ça va me permettre de comprendre la cassure prix et en fait d'être vachement plus performant qu'un concurrent qui a le stock, mais qui n'a pas l'outil informatique. Donc finalement, il faut jouer avec sa force et ses faiblesses, dire ma faiblesse, du coup, si je ne peux pas faire ça, alors je peux faire ça. Ouais, sur le tarif, c'est déterminer finalement l'élasticité prix qui va permettre de conserver le client et de vendre le produit au bon tarif. C'est ça. Du coup, moi, je ne crois pas qu'il y ait une solution. Je crois que chaque entreprise a une problématique, des problématiques. Il faut se poser. Faut pas, nous, on ne se positionne pas comme le sachant, etc. Enfin, ce n'est pas la logique. C'est plutôt, on se pose, on regarde ce qu'on peut faire, on établit un plan et on s'y tient. Voilà. Après, suffisamment longtemps pour voir ce que ça donne et pas trop longtemps si on est dans l'échec parce que bon, il ne faut pas non plus s'enfoncer. Très bien. On a un petit peu dépassé le temps imparti, mais je pense qu'on aurait pu même dépasser bien plus longtemps que ça. Je vous invite à peut-être contacter Marc ou Jean-Marc, un des ou les deux. Voilà. Donc, si vous avez envie d'échanger plus longuement et de parler peut-être plus personnellement du cas de votre société. Je rappelle aussi que l'agence, elle est là aussi pour vous mettre en contact éventuellement avec d'autres entreprises qui rencontrent les mêmes problèmes. Il y a les filières aussi, enfin voilà, il y a des organisations régionales qui peuvent aussi travailler sur la collaboration des entreprises qui ont des problèmes. Voilà, exactement. Donc, c'est un peu notre rôle. Et voilà, notre rôle avec nos partenaires. Donc, je pense qu'il y a aussi des solutions locales, comme vous le disiez, d'échanges qui peuvent être trouvées pour des entreprises qui ont des problématiques qui se rejoignent ou alors qui peuvent répondre certaines à des problématiques que d'autres n'ont pas. Voilà. Merci à tous et puis à bientôt. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir.